RCF. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons désormais comme chaque semaine pour ce nouveau rendez-vous avec l'association Normandie Welcome pour vous présenter la Normandie autrement à travers des rencontres positives et solidaires des acteurs économiques normands. Nous sommes Brendan et Lucille et aujourd'hui nous recevons Christophe Collet, président de l'association Westlake Brothers Souvenirs. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, pourriez-vous nous dire quand vous est venue l'idée de créer l'association et dans quel objectif ? Alors, pour créer l'association, on avait besoin d'une motivation, bien évidemment, et cette motivation était la suivante. Le fait qu'en Normandie, on ne parle pas énormément de la part canadienne dans la libération de notre région. Il se trouve que les Canadiens sont la troisième nation à avoir débarqué le 6 juin 1944 et qu'elle a fait bien plus avant en direction de la Grande-Bretagne et même de la France. Mais en tout état de cause, personne ne s'intéresse vraiment de près ou de loin à la cause canadienne, mis à part un certain nombre d'associations qui œuvrent dans ce but, mais souvent, bien évidemment, elles œuvrent sans un grand retentissement. Alors nous avons décidé de créer cette association en décembre 2006, à la suite d'une rencontre entre des élèves et des vétérans, une rencontre quasiment impromptue qui a donné lieu à une émotion, une charge émotionnelle telle qu'on s'est dit on ne peut pas en rester là, il va falloir absolument qu'on fasse quelque chose. Et donc on a décidé de créer une association afin de faire la promotion du devoir de mémoire qu'on doit aux soldats canadiens, afin de réparer cette injustice qui consiste à dire que le débarquement se résume à la part américaine et à la part anglaise, et puis également tout simplement parce que il y avait une vraie demande de la part d'une part de la jeunesse normande en particulier pour faire cette promotion. Alors, à partir de là, on a commencé à s'organiser et on a décidé tout bêtement d'œuvrer uniquement en direction de la jeunesse. Ça s'est tout de suite imposé. C'est ce qui fait de nous une association unique dans le paysage mémoriel normand, voire français, voire européen. C'est-à-dire que notre association n'est tourné qu'exclusivement vers la jeunesse, qui sont les acteurs exclusifs du devoir de mémoire. C'est-à-dire que ce qu'on fait, nous, tout simplement dans cette association, c'est qu'on crée des événements commémoratifs, on fait des cérémonies à travers la Normandie, on en fait un peu ailleurs également, on en discutera certainement tout à l'heure, et tous ces événements commémoratifs, toutes ces commémorations, toutes ces cérémonies sont prises exclusivement en charge par des jeunes sans aucune intervention d'adultes. Et quand je dis des jeunes, ça va de 10 à 25 ans. Du coup, ça veut dire que c'est eux qui organisent de A à Z les événements, etc. Ou vous les accompagnez quand même en amont ? Alors, nous, en amont, on est les vieux, on est les adultes. Et y a toujours cette défiance de toute façon des adultes envers les jeunes. Donc nous, notre rôle, c'est d'organiser administrativement l'événement, d'obtenir non pas les autorisations, mais de rencontrer les maires, rencontrer les différents acteurs locaux, élus, président d'association d'anciens combattants, président d'association tout court, afin d'obtenir d'eux l'autorisation ou généralement, on ne demande pas l'autorisation, mais d'obtenir en tout cas un accord verbal sur l'organisation de nos événements. Et à partir de là, les jeunes, eux, prennent en charge intégralement la cérémonie. C'est-à-dire qu'il y a un maître de cérémonie, c'est un jeune qui distribuera la parole à d'autres jeunes. Il va y avoir un dépôt de fleurs, un dépôt de gerbes, mais c'est un dépôt très particulier, opéré par des jeunes, qui vont chanter aussi les hymnes, qui vont aussi chanter quand ils en ont envie, surtout quand on en a l'occasion. Ils ont aussi leur propre drapeau. Donc voilà, on est face à une commémoration telle qu'elle pourra exister partout ailleurs, mais la seule exception, c'est qu'elle est prise en charge par des jeunes. Alors là aussi où elle est unique, cette association, c'est qu'elle permet à ces jeunes de s'exprimer, et quand ils s'expriment, ils ne disent pas ce qu'on entend habituellement dans les cérémonies. Pourquoi avoir choisi ce nom pour l'association ? L'association Westlake Brothers Souvenirs, Westlake, c'est le nom de trois frères, George, Thomas et Albert Westlake, qui se sont engagés dans l'armée canadienne. Ils se sont engagés volontairement. Je rappelle
petit aparté, alors, je suis le roi des apartés et des digressions. Donc les Canadiens étaient tous volontaires. C'est une armée de volontaires, à la différence des Britanniques, à la différence des Américains où la conscription était obligatoire. Les Canadiens étaient tous volontaires. Alors je sais déjà que certains vont me dire attention, au Canada aussi la conscription était obligatoire. C'est vrai, on était obligé de faire son service militaire. Le Premier ministre Mackenzie King a fait un référendum pour demander aux Canadiens, s'ils acceptaient l'idée d'une conscription obligatoire. Ils ont dit oui à 72%. Donc il a créé un service militaire obligatoire, mais le service outre-mer, c'est-à-dire aller au front, aller se battre, ne se faisait que sur la base du volontariat. C'était sa promesse. Et donc, les 47 000 soldats canadiens qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale sont tous des gens qui, à un moment donné, ont décidé volontairement de prendre le risque de donner leur vie pour un pays qui n'était pas le leur. Donc les frères Westlake s'inscrivent dans cette histoire. Ils sont de Toronto, ils s'engagent et ils vont débarquer. Donc les deux frères Albert et Thomas vont débarquer le 6 juin, comme George qui débarquera un peu plus tard, et ce dernier va mourir le lendemain à Oti. On le retrouvera dans un verger, sous un pommier, avec visiblement l'Allemand qui l'avait tué également. Ils se sont entretués. Et les deux autres frères sont morts le 11 juin au Ménilpatrie. On les a retrouvés tous les deux, une balle dans la tête, exécutés par la 12e Panzer SS jeunesse hitlérienne. Donc voilà, 3 frères qui meurent à quelques jours d'intervalle en Normandie pour libérer un pays qui n'est pas le leur, et la maman qui reçoit les 3 télégrammes le même jour, qui annonce la mort de ses 3 enfants le même jour, et cette maman qui mourra en hôpital psychiatrique un an plus tard. Le 4e frère va vouloir s'engager pour venger la famille, et le gouvernement canadien va lui dire non, tu restes au Canada, tu ne pars pas, il est hors de question que tu risques ta vie pour ça. Et donc, grâce à cela, la famille Westlake existe toujours aujourd'hui, et nous portons leur nom parce qu'il semble bien qu'en termes de symbole du sacrifice d'un pays pour un autre pays, le fait d'avoir 3 frères qui meurent à quelques jours d'intervalle après un engagement volontaire, ça nous semblait quelque chose d'assez important. Donc nous portons assez fièrement ce nom parce qu'il nous semble vraiment, effectivement, ça nous semble être un symbole extraordinaire de l'engagement et surtout du sacrifice suprême que parfois on est obligé de consentir pour retrouver la liberté. Du coup, je voulais savoir si l'histoire francophone et les liens de la France du Canada ont-ils contribué au volontariat important des Canadiens ? Non, c'est tout le contraire. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que le Canada, d'abord, est un pays bilingue et il est aux 3/4 anglophone et à peine un quart francophone. Et si on se reprojette dans les années 40, les Québécois sont majoritairement anti-royalistes, bien évidemment, puisque je rappelle que le chef de l'État canadien, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Et donc les Québécois, eux, sont vent debout contre la conscription obligatoire. C'est-à-dire que autant le référendum final donne 72% pour la conscription obligatoire, mais au Québec même, c'est 72% contre la conscription obligatoire. Pour autant, il y aura proportionnellement autant de Québécois ou de francophones, puisqu'il n'y a pas que le Québec, il y aura autant de francophones à s'engager dans l'armée canadienne proportionnellement à leur nombre que de Canadiens anglophones. Mais dans les deux cas, ils ont toujours la même expression, c'est-à-dire qu'ils soient anglophones ou qu'ils soient francophones, ils disent qu'ils viennent défendre la mère patrie, donc la Grande-Bretagne pour les anglophones et la France pour les francophones. Est-ce que vous pourriez rappeler la définition de ce qu'est le devoir de mémoire ? Je crains de donner une définition qui ne soit pas l'assentiment de tout le monde. Le devoir de mémoire, c'est réellement un devoir en cela qu'il est une obligation, mais c'est une obligation morale. Moi, je n'aime pas le mot moral, donc je préfère dire une obligation éthique. C'est-à-dire que c'est une obligation qu'on se donne après y avoir réfléchi. C'est une obligation qui tombe sous le sens quand on y a réfléchi, quand on a pesé le pour et le contre. Et c'est une obligation morale qu'on se donne de garder vivant en soi la mémoire non pas des faits historiques, mais de ceux qui l'ont vécu.
C'est en cela que le devoir de mémoire est intéressant. Le devoir de mémoire, on peut pas, de mon point de vue et du point de vue d'un certain nombre de membres de l'association, il est hors de question de commémorer le 6 juin. On ne commémore pas le 6 juin 1944. On commémore les pauvres gens qui ont débarqué ce jour-là pour nous redonner paix et liberté. En aucun cas, on fait le panégyrique des faits historiques. En aucun cas, on ne fait le panégyrique des batailles. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'homme sous l'uniforme. D'une certaine manière, c'est même pas le régiment qui nous intéresse. Et souvent, alors bien évidemment, nous sommes très très amis avec bon nombre de régiments canadiens, et ils comprennent bien notre point de vue. Dans nos discours ou dans les discours que les jeunes tiennent, vous entendrez rarement honneur au régiment de la Chaudière, honneur au régiment des Queensland Rifles of Canada. Par contre, ce que vous entendrez, c'est honneur aux hommes du régiment de la Chaudière, honneur aux hommes du régiment des Queensland Rifles of Canada. Et on ne dit même pas honneur aux soldats, on dit bien honneur aux hommes. Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'être humain, et l'être humain sous l'uniforme. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, nos jeunes ont décidé de porter ce devoir de mémoire à hauteur d'homme, à hauteur d'épaule. On voit le souvenir de ces hommes, et on ne voit pas la bataille, on ne voit pas le fait historique, on ne voit pas, et encore moins on voit l'engin, bien évidemment. Eh bien, comme vous avez donc parlé du fait que vous vous intéressiez plus à l'homme, c'est une transition parfaite. Après une courte pause musicale, nous allons nous intéresser à vous en tant qu'individu derrière cette association. À tout de suite. RCF. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous soyons, où il fallait que nous passions, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait de meilleurs temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les boiseaux, et nous serons mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront les troubadours, et nous serons mon frère. RCF. Nous sommes à nouveau avec Christophe Collet de l'association Westlake Brothers Souvenirs. Vous êtes adhérent au sein de l'association Normandie Welcome. Comment l'avez-vous connu ? C'est une très bonne question et j'avais peur que vous me la posiez parce que je ne m'en souviens absolument plus. Alors, il me semble, comment je l'ai connu ? Si, ça y est, je l'ai connu par un ami commun, qui connaît Madame Froidure et qui, je crois, doit avoir adhéré également à Normandie Welcome et qui m'a proposé donc de participer également au sein de notre association
à cette aventure, puisque c'est une aventure. Donc j'ai rencontré Madame Froidure, ça nous a plu, l'idée nous a plu, et du coup on a adhéré. L'originalité, tenter finalement de fédérer un certain nombre d'énergies, et pas seulement commerciales, parce que nous on est quand même très très loin de ça. C'est pas du tout notre cœur de cible, hein, le commerce ni l'économie. Donc l'idée de pouvoir fédérer des énergies, qu'elles viennent du commerce, qu'elles viennent même de collectivités territoriales ou d'associations qui n'ont rien à voir avec la promotion commerciale de la Normandie, et de voir si on pouvait pas faire des choses ensemble, et si on pouvait pas à un moment donné s'entraider, si on pouvait pas faire de la promotion les uns pour les autres. Et puis tout simplement, c'est une façon aussi de se rencontrer et puis de s'enrichir individuellement. Donc ça nous a séduit, on en a discuté en conseil d'administration, on a décidé de tenter l'aventure. À quelles occasions l'association apparaît-elle ? L'association apparaît dans le paysage normand entre 20 et 25 fois par an. Donc principalement tout de même au nord de Caen. C'est quand même notre cœur de cible. Un peu plus, on essaie justement d'ouvrir vers le sud, mais c'est assez compliqué finalement de s'ouvrir vers le sud. D'abord, il faut avoir le temps, il faut avoir les jeunes, et puis il faut rencontrer les bonnes personnes. Et donc on en fait entre 20 et 25 par an, dont une à Portsmouth, parce que Caen est jumelé à la ville de Portsmouth, et que Portsmouth a aussi vécu les bombardements, et Portsmouth a aussi souffert. Portsmouth c'est un port militaire, mais c'est aussi un port civil, donc les gens ont beaucoup souffert comme Caen, et donc ça nous semblait normal et évident d'y aller une fois par an. Donc on y va une fois par an. Tous les 2-3 ans, on monte aux Pays-Bas et en Allemagne, et on fait quelques cérémonies, et tous les 4 ans, on va au Canada. Et là, au Canada, on a, c'est pas compliqué. Si je prends le dernier voyage, c'est 2015, c'est 18 cérémonies, 25 jours de voyage, c'est 3000 kilomètres, c'est 150 kilos de cadeaux, c'est 1,5 tonne de matériel en permanence, à trimballer d'une ville à l'autre. C'était une aventure absolument exceptionnelle. C'est des choses incroyables qu'ils ont vécues. C'est la participation à la cérémonie officielle de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie, organisée par le gouvernement canadien. Donc c'est une petite association qui est en direct pendant plusieurs jours précédant l'événement avec les services du Premier ministre pour tout simplement voir ce qu'on peut faire. Et c'est pas nous qui sommes demandeurs, c'est eux qui nous demandent, qui nous proposent. Enfin, c'est des relations absolument extraordinaires. Alors pourquoi je raconte cette anecdote ? Parce qu'elle est quand même assez formidable, parce que c'est notre côté. Là, c'est notre bâton de maréchal, ça. Donc on a reçu un coup de téléphone des services du Premier ministre qui nous a dit vous faites une cérémonie le 14, on va vous demander de pas la faire, parce que si vous la faites, vous n'aurez personne. Parce que nous, le lendemain, on y sera. Et donc, vous n'aurez personne pour venir assister à votre cérémonie. Mais par contre, ce qu'on vous propose, on vous invite à notre cérémonie, et puis vos jeunes pourront lire un discours, voire 2 discours. Et puis, voilà. Donc, nous, forcément, on dit oui. De toute façon, d'une certaine manière, on n'a pas trop le choix. Donc, on dit oui. On est très content. Et puis, ça continue à discuter. Et puis là, on nous propose, vos jeunes vont être sur le tapis rouge, ils vont recevoir tous les vétérans, et puis vos jeunes vont déposer une des 7 couronnes de fleurs autorisées sur la cérémonie, avec vos armes, avec votre nom. Voilà, donc on a vécu ça. Et puis le soir, on apprenait à la télé que c'était la première fois dans l'histoire du Canada qu'une délégation étrangère avait été autorisée à prendre la parole dans une cérémonie officielle canadienne. Voilà. Ah oui, ça devait être de très très belles rencontres, en effet. Voilà, donc ça c'est ce que vivent nos jeunes. Ce sont des stars au Canada. Ils vivent des choses absolument exceptionnelles. Un peu moins ici. Mais ici, c'est pas. Enfin, là n'est pas l'essentiel. Ils sont pas là pour ça. Mais c'est vrai que là, il y a une reconnaissance, et puis il y a une reconnaissance et un amour que leur portent les vétérans, les familles de vétérans, les régiments, qui est assez inouï là-bas et ici quand ils viennent. Et puis tout ça fait que c'est un gros événement, donc ça prend du temps à préparer. La fois prochaine, on y retourne en 2019. 2019, on y retourne, on a déjà 18 cérémonies, elles sont déjà prêtes, donc on est en train de tout peaufiner. Et là, on fera 3200 km et on ira dans les mêmes conditions. Hormis votre engagement associatif, que faites-vous en parallèle du coup ? Je suis professeur. Vous avez dit ça avec un ton... Ouais. Oui, bien sûr. Bon, ça serait sans doute un autre débat. Et je pense que si le recteur entend ce que je m'apprête à dire, il va pas être heureux. Ouais, non, je suis professeur en lycée professionnel. J'enseigne les lettres et l'histoire-géographie au lycée Victor Lépine de Caen. Du coup, vous mettez en lien l'association et votre activité professionnelle ? À une époque, ça a été possible, oui.
à une époque ça a été possible, c'est là que je pense que je vais pas faire plaisir à des gens. Donc oui, à une époque c'était tout à fait possible. D'ailleurs l'association est née d'une certaine manière de ce qu'on faisait dans l'établissement scolaire à une époque où c'était possible. Maintenant c'est devenu très compliqué, tout devient très compliqué. Et puis, faut dire les choses, on a changé de public. On a un public qui est beaucoup plus compliqué à gérer, puisque le lycée professionnel a de nouveau pour vocation de recevoir tous les publics, quels qu'ils soient. Donc on a des gamins pour qui ça ne parle absolument pas, et on a de plus en plus de gamins pour qui ça ne parle absolument pas, si bien qu'effectivement, à une époque où nous pouvions recruter dans notre établissement, eh bien, cette époque est révolue. On a du mal, un mal de chien depuis 2014. Je crois qu'on a dû recruter même pas 5 ou 6 personnes sur un lycée. Donc, ça veut dire sur un potentiel de 3000 élèves au total. Donc, effectivement, ça devient très, 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 très difficile. Puis bon, on n'est pas là non plus pour parler des choses comme ça qui fâchent, mais il faut savoir une chose, oui, effectivement, ça devient compliqué, et c'est pas nécessairement de la faute des gamins, c'est aussi de la faute de la société, et puis c'est, en tant que lycée professionnel, de toute façon, on a une vocation à recevoir vraiment des publics qui sont de plus en plus ascolaires ou déscolarisés, ou qui ont des difficultés scolaires, et donc ils ont bien d'autres choses à réparer, entre guillemets, plutôt que de s'occuper effectivement de devoirs de mémoire. Cette semaine, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé la candidature des plages du débarquement à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comment prenez-vous cette nouvelle ? Et si la candidature est acceptée, qu'est-ce que vous pensez que cela pourrait changer pour la Normandie ? Et nous allons y répondre après une très courte pause musicale. À tout de suite. It has nothing to do with you. I'm sorry. It's me. The thing is, I'm picky. I'm picky. And all the time I drive him crazy. I drive him crazy cause I'm sexy. They call me sexy cause I'm hot. Catch my note. Don't you know I am so hot cause I am picky. RCF. Nous sommes à nouveau avec Christophe Collet de l'association Westlake Brothers Souvenirs. Alors, votre ressenti sur cette inscription, sur cette candidature des plages de débarquement ? Ça, c'est formidable, il n'y a aucun problème. C'est une reconnaissance internationale d'un fait qu'on a tendance à oublier, de toute façon, puisqu'on ne se souvient du débarquement que tous les 5 ou 10 ans, à peu près. Ça permet à nos chefs d'État de venir prendre un bol d'air pur. Donc c'est une bonne chose que les plages du débarquement soient reconnues par l'UNESCO, c'est-à-dire de façon permanente comme un lieu incontournable de l'histoire de l'humanité. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va, les répercussions qu'il peut y avoir par rapport à la Normandie ? Je ne doute pas un seul instant que ça va rapporter un peu d'argent au commerce normand. Maintenant, bien évidemment, le tourisme de mémoire, c'est de mon point de vue carrément antinomique, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est l'association de deux mots qui s'opposent et qui non seulement s'opposent mais qui même s'annulent. Des deux mots, je sais qu'il y en a un qui va gagner, ce sera forcément le tourisme. La mémoire, c'est encore une fois une démarche personnelle, c'est une démarche individuelle et elle ne peut pas se contenter de compter les dividendes de ce que rapporte l'apport touristique sur une plage, si belle soit-elle. À propos de la Normandie, est-ce que vous avez un endroit incontournable pour vous ? Ouais. Un endroit incontournable de la Normandie. Non, je vais pas dire le Mont Saint-Michel, parce qu'il faut pas pousser. Non, je vais dire Honfleur, parce que je suis né à Honfleur, et puis que de toute façon, c'est de Honfleur que Samuel de Champlain est parti au tout début du XVIIe siècle pour aller fonder Québec. Donc je pense qu'il y a un lien naturel, et Honfleur est une très très belle ville, même si c'est devenu une ville musée. Ce n'est plus la ville que j'ai connue quand j'étais jeune, mais ça reste un très très bel endroit. Et si vous aviez un ami canadien, par exemple, qui venait découvrir la Normandie pour la première fois, vous lui conseillerez Honfleur, ou plus particulièrement, ou le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. parce que c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir le Mont Saint-Michel. Comment imaginez-vous la Normandie de demain ? J'espère que la Normandie de demain ne sera pas rattachée au Grand Paris. Ça, c'est la première chose. Et la Normandie de demain, je la vois comme une région qui devrait certainement beaucoup plus miser sur son patrimoine culturel qui est immense,
et qui devrait certainement intégrer cette notion dans toute activité économique. Donc moi, ce que j'espère, c'est que la Normandie de demain va voir ces lieux culturels et historiques incontournables continuer à se développer et continuer à devenir des lieux vers lesquels de plus en plus de gens iront. Et puis ça nous permettra de les rencontrer, ça nous permettra d'échanger et pas seulement de gagner de l'argent et d'enrichir notre région. Eh bien, nous vous remercions de nous avoir fait découvrir votre Normandie. Rappelons que toutes nos rencontres sont là pour valoriser la diversité de notre savoir-vivre et notre savoir-faire normand. Continuons à cultiver ces relations positives. Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci.